Quel est l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé de l'humain et l'avenir de l'humanité? C'est ce que nous allons voir dans la causerie du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ces causeries sur la thématique génétique, sexe et société. Nous retrouvons aujourd'hui le professeur Grilasca. Professeur Grilasca, bonjour. Bonjour Madame Bazin, bonjour à tous. Bienvenue et merci de nous retrouver pour la troisième partie donc, de ces causeries sur le dialogue entre sexe et environnement et parfois tumultueux. Alors, nous avions vu beaucoup de choses sur les perturbateurs endocriniens dans les deux parties précédentes. Est-ce que l'on pourrait rappeler un petit peu ce que nous avons déjà vu? Notamment, on avait parlé d'un effet cocktail des perturbateurs endocriniens et d'un effet non monotone, si mes souvenirs sont bons. Donc, juste pour resituer un peu ces définitions dans le contexte. Vos souvenirs sont excellents, Madame Bazin. Effectivement, c'est ce que nous avons vu. Alors, l'effet non monotone des perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose qui peut paraître à première vue paradoxal. C'est-à-dire que les effets délétères des perturbateurs endocriniens ne sont pas liés à la dose. C'est-à-dire qu'on peut avoir des effets beaucoup plus délétères à faible dose des perturbateurs endocriniens qu'à des doses plus élevées. Et ça, c'est vrai que c'était un premier changement pour les scientifiques, où on faisait régulièrement des doses-réponses, où il fallait qu'on ait une réponse de plus en plus forte en fonction de la dose, ou un effet de plus en plus délétère en fonction de la dose. Et ça, c'était, une première surprise quand on a étudié les perturbateurs endocriniens, de se rendre compte que finalement, à faible dose, on pouvait avoir des effets plus forts qu'à forte dose. L'effet cocktail, également, une surprise. C'est-à-dire qu'on peut avoir une molécule qui, toute seule, de manière isolée, n'a pas d'effet délétère sur un organisme ou sur un modèle cellulaire, peu importe, mais n'a pas d'effet. On l'associe à une deuxième molécule qui n'a pas d'effet délétère non plus. Et puis si on les met toutes les deux ensemble, on va avoir un effet délétère qui peut être très fort. Donc 0 plus 0 n'est pas égal à 0. Je vois. Et ça a été aussi une surprise. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir en tête quand on fait de l'étude de l'environnement, quand on veut regarder l'impact, parce que notre environnement n'est pas fait à un endroit d'une molécule A, à un autre endroit d'une molécule B, mais on a tous ces polluants, toutes ces molécules-là qui sont en cocktail naturel dans l'environnement, enfin naturel. C'est des molécules qui sont ajoutées, qui sont, mais elles sont là, qui cohabitent dans exactement. Cet environnement. Donc on a cet effet cocktail sur les populations et sur les organismes. Et c'est ça qui rend l'étude extrêmement complexe de l'effet des polluants sur les environnements, effectivement. C'est ce que nous avions vu effectivement, oui, lors de ces deux dernières parties. On avait également dit que l'effet de ces perturbateurs endocriniens pouvait dépendre de l'état physiologique des personnes, et c'est ce que l'on avait donc prévu de développer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet état physiologique et l'effet des perturbateurs endocriniens? Oui, alors les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, perturbent le système hormonal. Et nos hormones nous commandent en permanence. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous êtes à jeun, vous avez une glycémie qui est plutôt basse et vous n'avez pas besoin d'insuline puisque vous n'avez pas à gérer un apport de sucre. Et puis, si vous mangez une barbe à papa en sirotant un Coca-Cola, vous avez dans le sang de la confiture de sucre. Et l'organisme va sécréter de l'insuline, qui est une hormone, et qui va dire à différents tissus, le foie, les muscles, tissu adipeux, stocke le sucre pour normaliser le taux de sucre circulant. Donc, on voit qu'à un quart d'heure près, vous n'avez pas le même statut hormonal. En pré-prandial, avant le repas, pas d'insuline sécrétée. Après un bon repas, un repas sucré, vous avez beaucoup d'insuline. Et vous comprenez parfaitement que si vous avez dans l'environnement une molécule, un toxique, qui empêche la sécrétion de l'insuline ou qui empêche l'action de l'insuline, eh bien, ça n'a pas du tout le même effet si vous n'avez pas besoin d'insuline parce que vous êtes à jeun ou si vous avez besoin d'insuline parce que vous êtes après un repas. Donc, à un quart d'heure près, l'effet d'une molécule toxique, perturbateur endocrinien, ne va pas avoir le même effet sur l'individu. Et ça, c'est vrai tout au long de la vie.
Alors, comme on peut le voir sur ce tableau, on a des périodes extrêmement importantes. Alors, je vais prendre la période prénatale, où finalement, on va construire l'individu à partir d'une cellule qui est fécondée, un ovocyte fécondé par un spermatozoïde. On va construire un organisme en 3 dimensions avec tous les organes. Et on voit qu'à ce moment-là, on n'a que des périodes critiques pendant la vie intra-utérine. L'embryon va construire du squelette, va construire du système auditif, du cœur, du cerveau, etc. Et si on perturbe à ce moment-là les hormones qui interviennent dans l'organogénèse, on va avoir des effets néfastes pour l'avenir de l'individu et des malformations. Tout au long de sa vie future, en fait. Tout à l'heure, tout à fait. Pareil, le fœtus continue à construire ses tissus. Et donc, on va avoir des périodes extrêmement critiques pendant la grossesse. Nous en reparlerons tout à l'heure, Madame Bazin. Et puis après, il y a toute la période post-natale où, si on touche les hormones, le mécanisme hormonal qui est impliqué pendant la vie intra-utérine, ben, ça a peu d'effet, parce que finalement, elles n'ont plus de rôle à jouer. Donc on voit que ces périodes qui vont être impactées diffèrent en fonction de la vie de l'individu. Les organes qui vont être impactés, les fonctions physiologiques vont être différentes. Une femme qui est enceinte n'a pas le même statut hormonal qu'une femme qui n'est pas enceinte ou qu'une femme ménopausée. Donc on va avoir des effets différents de l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important quand on regarde l'impact de ces polluants sur les populations. Il y a une autre période qui est importante, en période postnatale, c'est l'adolescence. Un adolescent, c'est un individu qui se transforme, qui se métamorphose. On a des métamorphoses hormonales qui sont extrêmement importantes à ce moment-là. On parle souvent de poussée d'hormones au moment de l'adolescence. Absolument, ouais. Absolument. On voit la transformation, on la voit. Quand on a eu la chance de vivre avec des adolescents, on le voit de jour en jour, ils se métamorphosent. Mm-hmm. La voix qui change, l'aspect qui change, le caractère qui change, ça c'est un bouillonnement hormonal à ce moment-là. D'accord. Et là, on peut avoir des impacts extrêmement importants à ce moment-là, des perturbateurs endocriniens. Bien évidemment, quand on est plus âgé, on est un peu plus imperméable à ces perturbations endocriniennes. Donc effectivement, les perturbateurs endocriniens, ils ont 3 caractéristiques par rapport aux autres toxiques. L'effet non monotone, oui. L'effet cocktail, et je vais dire l'effet différentiel en fonction de la période, du moment de vie de l'individu, de son statut. Même dans la journée, on va avoir un impact différent d'un perturbateur endocrinien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on est en préprandial, en postprandial, enfin avant le repas ou après le repas, ça peut changer. Et toutes ces caractéristiques-là rendent les études des perturbateurs endocriniens extrêmement intéressantes, mais extrêmement complexes. Oui, j'imagine bien. Et vous parliez particulièrement de la période d'exposition aux perturbateurs endocriniens qui est la grossesse et des risques donc pour l'enfant en lien avec la mère qui le porte. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, des exemples concrets pour qu'on comprenne Oui, je peux le faire. Effectivement, alors il y a eu une étude à La Réunion qui a été réalisée il y a 2 ou 3 ans, où on a montré que dans le lait maternel, il y avait la présence de perturbateurs endocriniens. Ça, c'est une étude qui a été faite à La Réunion. 2021. Donc, effectivement, ouais. C'est un problème parce que tout de suite après la naissance, quand on allaite l'enfant, c'est aussi un individu qui va être fortement imprégné et impacté par les perturbateurs endocriniens à ce moment-là. Donc on a un effet effectivement délétère de cette présence des perturbateurs endocriniens. Alors un effet ciseau, c'est-à-dire que la femme qui va accoucher met en place les processus physiologiques pour pouvoir allaiter et nourrir le futur nouveau-né. Et ces changements hormonaux, la préparation de la lactation, peuvent être eux-mêmes impactés
par la présence des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire le processus même de fabrication du lait, de mise en place de la lactation, peuvent être impactés par les perturbateurs endocriniens. Et le deuxième effet, c'est ces molécules qui sont souvent liposolubles, qui vont être véhiculées par le gras, vont se retrouver massivement dans le lait maternel, qui est un liquide extrêmement gras. Donc on va avoir un apport massif de perturbateurs endocriniens au nouveau-né aussi. Donc un effet sur la mère et un effet sur le nouveau-né. Souvenez-vous, nous en avons discuté dans une précédente causerie, où nous avons démontré comment un toxique, un poison, un perturbateur endocrinien en particulier, qui était mis en présence avec une femme qui portait une petite fille, on pouvait avoir un effet et sur la femme, et sur le nouveau-né, et sur la troisième génération. Et sur les cellules. Voilà, puisque l'embryon, si c'est un embryon femelle, prépare dans la vie intra-utérine déjà ses cellules reproductrices. Oui, donc on est vraiment exposé à plusieurs périodes de la vie. Donc vous avez du fœtus, nourrisson, adolescence. On a une autre fenêtre d'exposition assez critique, c'est la grossesse. Est-ce qu'à un moment donné, on arrête d'être exposé aux perturbateurs endocriniens, ou bien en tout cas, est-ce que cela a moins d'impact à un moment donné de notre vie? Alors oui, ça a moins d'impact, forcément, on fait moins d'organogénèse, on fait moins de transformation quand on est plus âgé. En général, on est plus compétent pour la reproduction quand on est plus âgé. Donc effectivement, l'impact est sur l'individu et sur sa descendance, c'est beaucoup moins important sur quelqu'un qui a 60, 70 ans ou 80 ans que sur un embryon, un fœtus, un adolescent ou une femme qui est en âge de reproduction ou qui porte un enfant. Effectivement, c'est à cette période-là de la grossesse où il faut faire extrêmement attention à l'ensemble des molécules auxquelles on peut être soumis. Je parle par exemple des cosmétiques. Il a été démontré que dans les cosmétiques, il y avait des perturbateurs endocriniens. Dans l'environnement, on a des perturbateurs endocriniens. Donc essayons de protéger la femme enceinte, voilà, parce que c'est une période extrêmement critique pour elle, parce qu'elle subit ces changements hormonaux qui la préparent soit à la naissance, soit qui la préparent à l'accouchement et qui font qu'elle puisse porter l'enfant. Et puis, ces perturbateurs endocriniens vont aussi percoler et vont pouvoir avoir des effets extrêmement délétères sur l'enfant. Donc effectivement, ces périodes-là sont des périodes extrêmement particulières. Il faut être très, très vigilant. Alors, on a parlé lors de précédentes causeries d'effets de perturbateurs endocriniens sur le système de reproduction. On avait parlé de malformation, par exemple, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Est-ce qu'on a démontré qu'il existait d'autres troubles ou d'autres pathologies en lien avec ces perturbateurs endocriniens aujourd'hui? Oui, on commence à avoir des études qui sont nombreuses sur des effets délétères des perturbateurs endocriniens. Alors, des effets, par exemple, sur la psyché ou le système neurologique. Une étude assez intéressante a montré qu'il y avait des troubles du sommeil chez des individus qui habitaient à proximité de champs qui étaient traités par du glyphosate. Et sur cette population, c'est une étude américaine, a montré que plus les familles habitaient proches des terrains agricoles traités par le glyphosate, plus ils avaient de problèmes de sommeil. Et on sait que le sommeil est un mécanisme extrêmement important pour l'individu. C'est à ce moment-là qu'on fabrique un certain nombre d'hormones, par exemple. On y revient. On y revient. Donc effectivement, si on perturbe le sommeil, on perturbe aussi un certain nombre de processus neurocomportementaux, par exemple. Et ça a été montré aussi. On commence à avoir des arguments pour penser que certains troubles autistiques, voire l'autisme, peut être lié à des polluants et en particulier à des perturbateurs endocriniens. Donc on commence à avoir plusieurs études qui convergent vers ces effets-là. Une imprégnation par les perturbateurs endocriniens peuvent aboutir à des effets autour de la psyché, autour du développement et du cerveau
Ça, c'est très tôt. Et puis après, sur le comportement, les troubles du sommeil ou sur l'autisme ou les troubles du spectre autistique. Donc des études qui commencent à prendre forme, mais vous l'avez dit, hein, ça met longtemps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'effets qui sont combinés et que les études sont rendues complexes. Est-ce que là, aujourd'hui, on peut attester qu'il y a certaines pathologies qui sont liées vraiment à ces perturbateurs endocriniens, que ce soit chez l'humain ou chez d'autres espèces Oui, bien sûr. On en a parlé. Hein. Il y a beaucoup de cancers. On a parlé de l'impact des perturbateurs endocriniens sur le diabète. Sur beaucoup de troubles. On a montré ça. Et des choses un peu plus surprenantes d'ailleurs. Une étude qui a été menée sur des grands singes, vous savez que nous sommes nous-mêmes des grands singes, donc sur nos cousins, a montré que l'imprégnation par certains perturbateurs endocriniens augmentait la prévalence de la fente palatine, que l'on appelle le bec de lièvre, chez ces grands singes. Donc ça, c'est une étude qui a été publié il y a quelque temps. Il y a eu des congrès qui ont été faits, une étude qui a été discutée lors d'une table ronde à la radio, qui a montré qu'effectivement, ces malformations, cette fente palatine chez les grands singes, étaient liées aux polluants présents dans l'environnement en Afrique. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a une prévalence du bec de lièvre qui augmente aussi dans la population humaine. Et en particulier, aujourd'hui, on a de nombreux becs de lièvre, enfants et adultes, qui sont porteurs du bec de lièvre à Madagascar, avec des très belles actions d'ailleurs de Chirurgiens sans frontières, par exemple, qui vont opérer pour réparer effectivement ces... Alors, est-ce qu'il y a un lien? À ma connaissance, il n'y a pas d'études aujourd'hui directes qui montrent que les perturbateurs endocriniens produisent du bec de lièvre. Par contre, on a plusieurs études depuis des années qui montrent qu'on peut avoir des perturbations du système endocrinien qui produisent le bec de lièvre. Donc cette malformation est liée à une perturbation du système endocrinien. Et on a des études qui montrent chez un animal qui est très proche de nous, que les polluants induisaient le bec de lièvre. Donc effectivement, on voit un certain nombre de malformations qui semblent liées aux perturbateurs endocriniens. Et puis si on lit la légende qui est assez intéressante sur cette slide, sur cet article, donc malformation observée chez les chimpanzés pourrait s'expliquer par une consommation de maïs et de plantes contaminées pendant les 3 premiers mois de gestation. Donc on en revient à cette période finalement de la grossesse, de la gestation, voilà, chez l'animal, qui est une période critique au final. Absolument, puisque c'est à ce moment-là que l'individu se construit. Se forme. Pendant la vie intra-utérine. Et si on perturbe le système endocrinien, ben voilà ce que l'on obtient. Donc effectivement, on en revient toujours, c'est une période extrêmement critique. Donc les pesticides, voilà, on en a parlé, on a cité le glyphosate, les cosmétiques que l'on peut utiliser tout au long de la vie, et puis les femmes enceintes pendant et avant leur grossesse. On a parlé de l'alimentation à travers le lait de la mère. Mais j'imagine que ce n'est qu'une partie infime de tous les modes d'exposition que l'on peut retrouver dans l'environnement, qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, complexe, avec une cohabitation d'énormément de facteurs, de substances. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme panorama des modes d'exposition à ces perturbateurs-là? Alors, les modes d'exposition sont extrêmement pléthoriques. Nous sommes là, en ce moment, exposés à des perturbateurs endocriniens. Sur le plateau? Sur le plateau. Alors, à quel endroit? Partout. Partout. Sur nous, voilà... Nos vêtements sont teintés, les teintures, pour certaines, sont des perturbateurs endocriniens. Et on les a directement à notre contact. Ouais. On sait que la peau, ce n'est pas une frontière infranchissable, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas un cuir inerte qui nous isole, mais au contraire, c'est une frontière qui laisse passer énormément de molécules. C'est pour ça qu'on a des crèmes qui pénètrent, qui font pénétrer. On a des patchs pour arrêter de fumer à la nicotine, etc. Parce que sur la peau, c'est une zone de passage. Donc forcément, si je porte sur moi des vêtements qui sont teintés
et ces teintures-là sont loin d'être anodines, eh ben, je vais avoir un transfert direct de perturbateurs endocriniens. Ça a été montré pour plusieurs molécules qui sont utilisées dans l'industrie textile. Ici, on a probablement des revêtements qui sont traités pour être anti-feu, pour être retardants de flamme. Ces molécules-là sont des perturbateurs endocriniens. Dans les peintures, on a des perturbateurs endocriniens. Donc j'allais dire, autour de nous, nous avons un cocktail. Et puis, comme nous l'avons dit, ce n'est pas parce qu'une molécule n'a pas d'effet que dans son environnement, elle ne va pas rencontrer une deuxième molécule qui va avoir un effet. Donc effectivement, ben voilà une très belle illustration des modes d'exposition. On voit par la boisson, ben oui, aujourd'hui on sait que l'on retrouve dans les eaux de distribution, par exemple du glyphosate, qui est un perturbateur endocrinien. Donc en buvant de l'eau, on peut se contaminer. Les cosmétiques, souvenez-vous de cette une de Libération, dont le titre, si je me souviens bien, était « Même se laver tue ». Oui. Vous vous souvenez de ça, Madame Bazin? Ben, bien évidemment, dans les rouges à lèvres, dans les crèmes, dans le maquillage, on retrouve des perturbateurs endocriniens, dans le dentifrice, dans certains savons, etc. On retrouve des perturbateurs endocriniens. Dans nos maisons, tout ce qui est les meubles, tout ce qui est dans les cols, dans les process de fabrication, on retrouve des molécules qui vont pouvoir être dans notre environnement et qui sont des perturbateurs endocriniens. Bien évidemment, les rejets par l'industrie, on pourrait parler des heures effectivement de toutes les molécules que l'on retrouve. La voiture, c'est très rigolo ça, la voiture, pour ceux qui ont eu la chance, l'opportunité de rentrer dans une voiture neuve, il y a cette odeur très particulière dans la voiture neuve, où effectivement, on est comme vous, là on sourit, on rentre dans sa voiture neuve, on est content, on respire cette odeur de voiture neuve, allez, une bonne respiration de perturbateurs endocriniens. Ça, c'est tous ces produits qui sont mis sur les plastiques, sur les cuirs, qui ont cette odeur très particulière. Et on sait que dans ces molécules qui sont volatiles, on retrouve énormément de perturbateurs endocriniens. Dans l'alimentation, on a démontré que l'on retrouve des perturbateurs endocriniens. Effectivement, bon, on a parlé des habits en mer, on retrouve des perturbateurs endocriniens. On a parlé effectivement de l'impact des perturbateurs endocriniens sur les populations de poissons, souvenez-vous, qui empêchent l'inversion sexuelle. Et bien, s'ils sont imprégnés de perturbateurs endocriniens, nous sommes un consommateur de poissons, de ces produits-là, et on va pouvoir se contaminer. Donc on voit que finalement, on va pouvoir se contaminer par de nombreux vecteurs. Voilà, tout ce que l'on ingurgite, ce que l'on a sur nous, l'environnement dans lequel on est. Et le principe, c'est de dire, on va être contaminé, on va avoir ces molécules en nous, et même si 1, 2, 3 molécules n'ont pas d'effet de perturbateur endocrinien, et on change d'environnement, on va dans sa voiture, on rencontre une autre molécule qui va potentialiser les premières, et c'est ce cocktail-là qui va être perturbateur endocrinien. Donc, que tous les environnements dans lesquels on est sont porteurs de perturbateurs endocriniens et qu'on peut se contaminer par de nombreuses façons, finalement, par notre alimentation, par nos habits, par le lieu où on travaille, en respirant, en se déplaçant, en se baignant. On peut se contaminer. Effectivement, il y a de nombreux vecteurs pour se contaminer. Au final, il faudrait vivre presque dans une chambre stérile pour ne pas être contaminé, et encore. Et encore. Et encore, puisqu'on a démontré là que les ours polaires, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'industrie, pas beaucoup d'agriculture, pas beaucoup, il y a eu des prélèvements sanguins qui ont été faits sur des ours polaires. On a retrouvé des traces de perturbateurs endocriniens, même chez ces pauvres animaux. Qui avaient été apportés par quel vecteur donc Par l'atmosphère, probablement. D'accord. Donc, avec le réchauffement, ils ont la banquise qui diminue. En plus, on les a pollués par les perturbateurs endocriniens. Donc c'est un peu une histoire sans fin, hein. On a l'impression, on est pollué à différents moments de notre existence, de différentes manières. Est-ce qu'on a tout de même la possibilité de se préserver dans une moindre mesure de ces effets-là? Et si oui, quels sont vos conseils? Les
conseil, c'est extrêmement compliqué. Bien évidemment, on peut essayer de se protéger individuellement, de faire attention, d'essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible, essayer, autant que faire se peut, de choisir la qualité de nos eaux de boisson, de choisir nos cosmétiques, de regarder un peu les étiquettes. La législation évolue autour de ça, il va y avoir des étiquetages sur les perturbateurs endocriniens. C'est extrêmement important, mais on ne peut pas s'isoler pleinement, on n'a pas d'endroit où il n'y en a pas. C'est pour ça que le constat, on en parle depuis quelques causeries. Oui. Et il y avait à un moment donné, on a parlé du livre de Shana Schwan, qui s'appelle Countdown, le compte à rebours. Le compte à rebours, qui dit clairement que s'il n'y a pas une prise de décision collective, parce qu'individuellement on peut essayer de se protéger, mais on ne va pas être très, très efficace, il faut vraiment là qu'on ait une vraie réflexion commune, une vraie prise en compte politique de ce problème de perturbateurs endocriniens, parce que comme le dit Shana Schwan, c'est vraiment une crise existentielle de l'humanité, d'autres espèces aussi, parce qu'on a embarqué avec nous l'ensemble des espèces qui partagent notre environnement dans cette aventure des perturbateurs endocriniens. Et là, il faut agir extrêmement vite. On l'a vu, ça touche le système reproducteur, on est de moins en moins fertile, et c'est une crise existentielle. Est-ce que demain, après-demain, les hommes produiront assez de spermatozoïdes de bonne qualité pour pouvoir se reproduire? On a vu déjà. Et si l'humanité, en plus, on a les pathologies que l'on a décrites, qui sont produites par les perturbateurs endocriniens, on arrive face à un problème. Alors, Shana Schwan en parle depuis quelques décennies, travaille sur les perturbateurs endocriniens depuis longtemps. Mais on a eu des prises de position assez fortes. On a eu Marianne Hera qui travaille à l'Organisation mondiale de la santé, qui, il y a une dizaine d'années, a dit clairement que la problématique importante, c'était les perturbateurs endocriniens, et qu'il était urgent d'agir, il y a 10 ans, pour contrer cette contamination mondiale par les perturbateurs endocriniens et les effets délétères qu'ils avaient et sur la population humaine et sur l'ensemble des espèces qui sont dans notre environnement. Oui, donc il y a déjà 10 ans, elle avait alerté, mais effectivement, on se rend compte qu'il y a toujours beaucoup de temps qui se passe entre les alertes des scientifiques et un véritable passage à l'action. Et ce qui est important aussi, c'est de faire ce constat-là, mais de surtout pas baisser les bras et de se dire, voilà, demain, il va falloir continuer à chercher, à étudier les perturbateurs endocriniens, à étudier leurs effets. Et effectivement, on est de nombreux scientifiques à travailler sur ce domaine-là, à travailler sur les transferts entre le milieu terrestre et le milieu marin, par exemple, des perturbateurs endocriniens, parce qu'ils ne restent pas à l'endroit où on les met. Si on met des perturbateurs endocriniens dans les eaux, et bien, avec les pluies, on les retrouve en mer. Et quel est l'effet de ces perturbateurs endocriniens dans le milieu marin et puis sur la santé humaine, par exemple. Donc ce qui est extrêmement important, c'est de surtout pas baisser les bras et que les scientifiques puissent apporter des réponses, des preuves pour que les politiques puissent prendre des décisions, les bonnes décisions. Donc de continuer les recherches, et vous faites partie des chercheurs donc, qui cherchent dans ce domaine, dans cette thématique, et heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour faire avancer les choses justement sur ce genre de problématiques. Bon, on touche à la fin en tout cas de ces 3 causeries sur la thématique des perturbateurs endocriniens. J'espère, mesdames et messieurs, que vous aurez été intéressés par cette thématique. On a appris énormément de choses avec le professeur Grelasca, donc merci encore pour votre intervention. Et puis avec plaisir. On vous retrouvera très bientôt, donc sur le plateau des causeries pour d'autres causeries sur la thématique génétique, sexe et société, très probablement. Donc restez connectés sur les réseaux de l'Université numérique de La Réunion. Vous avez la page Facebook, vous avez la chaîne YouTube, vous avez tout ce qu'il vous faut pour visionner et revisionner ces causeries. Donc on vous dit à très bientôt, nous l'espérons. Au revoir, professeur. Au revoir, Madame Bazin. Thank you.